Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Entre étudiantes, donc l'émission qui est dédiée aux étudiants de la faculté Jean Monnet à Sceaux. Le but de cette émission, c'est évidemment de parler un peu de la vie étudiante de manière générale, de parler des petits tracas, des petits aléas de notre vie en tant qu'étudiant, du L1 au Master 2. Et qui dit vie étudiante, dit également vie associative, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on reçoit une association qui va un peu se présenter, nous présenter un peu ses activités, comment on fait pour la rejoindre, etc., etc. Nous avons donc, comme association, roulement de tambour, l'association So Innovative Law. Et évidemment, qui de mieux pour présenter l'association que nos chers invités qui sont membres du bureau de l'association. Nous avons donc Madame la Présidente, Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir Marc, merci à l'association de nous avoir invités. Donc, je m'appelle Magali Cadoret, je suis la présidente de l'association depuis sa création et je suis actuellement en Master de PIDAN à Saclay. Ok, quel Master 2? J'ai pas très bien compris. Le Master de PIDAN, propriété intellectuelle et droit des affaires numériques. Oh là là, ils ont même leur petit raccourci PSIDAN, incroyable. Nous avons également la vice-présidente, Ambre. Bonjour Ambre. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai terminé mes études. L'année dernière, j'étais en Master 2 de droit des activités spatiales et des télécommunications. Et cette année, je suis inscrite à l'IEJ. Et je suis actuellement vice-présidente de l'association, et ce, depuis sa création. Et enfin, pour conclure un petit peu ce trio infernal, nous avons Aurélie, la trésorière. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Moi, je suis en Master 2 de propriété intellectuelle appliquée. Donc, c'est un master en alternance et je fais mon alternance au CEA en droit des brevets. C'est marrant parce que vous avez quand même des domaines juridiques qui sont un peu en lien avec l'innovation, j'ai l'impression, l'innovation scientifique. Mais j'ai pas envie de spoiler pour l'instant toutes les questions, puisqu'il s'agit d'une petite... c'est vrai que je l'ai pas bien expliqué, je pense, mais il s'agit un peu d'une interview où vous allez un peu comprendre et voir un peu tous les aspects de cette magnifique association. Elle est magnifique, votre association, n'est-ce pas? Elle est parfaite. Ok, super. Je vais donc commencer par poser une première question qui est un peu bateau, mais qui permet un peu de cerner l'association, tout simplement. Et je vais donc demander à Madame la Présidente, Magali, peux-tu un peu nous décrire un peu les grands axes que fait l'association? Est-ce que tu peux faire une petite introduction générale, une petite présentation générale? Donc, l'association So Innovative Law, elle a pour objectif, d'une part, la promotion de l'innovation dans le domaine du droit, et aussi pour but de sensibiliser un petit peu les étudiants de la faculté à l'évolution de la pratique dans ce secteur. Donc, pour ça, l'association l'a répartie en 6 pôles: le pôle blockchain, le pôle intelligence artificielle, le pôle smart contract, le pôle cybersécurité droit de la data, le pôle legal design, et enfin le pôle événementiel communication. Ok, est-ce que les autres, elle aurait oublié de dire quelque chose? Ou est-ce que cette présidente, elle a tout dit, elle est parfaite? Elle est parfaite aussi. On va rentrer évidemment un peu dans les détails de ce que sont un peu toutes ces activités, quels sont les différents pôles. Je vais donc vous demander, puisque il me semble que vous êtes toutes des membres fondatrices de l'association, qui a été créée en décembre dernier, en décembre 2019, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi vous avez voulu créer cette asso? Pourquoi une telle association? Alors, cette association, elle est née en décembre 2019, effectivement, du fait que j'avais fait toute ma licence sur Assas, où je faisais partie d'une association similaire qui s'appelle Assas Legal Innovation. Et quand j'ai quitté Assas, j'avais vu avec le président de cette association que ça serait intéressant de reproduire le modèle sur Sceaux, parce que ça avait bien marché sur Assas, les étudiants étaient intéressés. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Et par exemple, Ambre, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre justement un peu ce beau projet? Je pense que aujourd'hui, c'est important de s'intéresser à toutes les innovations qui peuvent avoir lieu dans le domaine juridique, et que dans le cadre de nos cursus, on n'a pas forcément accès aux informations à propos de ces innovations, ni en fait, on n'en a même pas forcément connaissance. Je m'en suis rendu compte puisque quand Magali m'a contactée, j'avais déjà terminé mon M1 et j'avais quasiment jamais entendu parler au cours de mes cours de ce qu'était la blockchain et tout smart contract, etc. Et je pensais que c'était important, notamment étant donné que je m'orientais un peu dans le domaine de l'innovation dans le droit, et je me suis dit pourquoi pas en effet créer une association qui nous permettrait, au-delà des cours, de découvrir l'innovation juridique.
Et Aurélie, qu'est-ce qui toi t'a donné envie justement de créer, enfin de participer à la création de cette association? Moi, je rejoins tout à fait le propos d'Ambre, puisque c'est un petit peu le même, on va dire le même schéma de pensée que j'ai pu avoir. Et il y avait également le fait que j'avais envie de base de m'investir en M1 dans une association, et que du coup, c'est vraiment tombé à point nommé. Et c'est vrai que le thème de l'asso m'intéressait tout particulièrement. Oui, donc en fait, si je peux un peu résumer, c'est vous aviez un peu toute envie de créer justement une association qui était déjà inexistante, si on parlait un peu de l'innovation juridique, alors qu'il y a quand même enfin Asso, je sais qu'il y a des cours, vous l'avez dit, des masters spécialisés justement dans tout ce qui est un peu lié au droit et à la science, et notamment à la science du numérique. Et du coup, c'est aussi un petit peu ça qui vous a donné envie de le faire, c'est que mettre un peu, peut-être que je dis un peu des bêtises, mais un peu peut-être pas des hobbies, mais quelque chose que vous avez en chacune de vous, un peu des passions sur ces domaines-là. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, en tout cas, pour moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que même s'il y a des masters spécialisés, justement, c'est vraiment des masters spécialisés, alors que pour tout ce qui est smart contract, etc., ça peut toucher un peu à tous les domaines du droit. Et du coup, je pensais que c'était intéressant, même pour des étudiants qui sont pas spécialisés dans le domaine, de pouvoir justement retrouver auprès d'une association des informations qui peuvent leur être utiles, en fait, tout simplement plus tard. Et justement, en parlant un petit peu, entrons dans le vif du sujet un peu, d'abord du contenu, enfin du fond de l'association, un peu des thèmes, j'aimerais qu'on me donne une petite définition de l'innovation juridique. Aurélie, est-ce que tu pourrais me donner ta définition d'innovation juridique? Parce que je ne sais pas si c'est une définition générale, si on peut dire qu'il y a une définition peut-être un peu plus subjective. Qu'est-ce que pour toi l'innovation juridique? Je ne sais pas si justement, en effet, il y a une définition type. Je pense que ça dépend un petit peu de comment on voit la chose. Moi, je vois ça finalement comme la nécessité pour certains domaines du droit, voire le droit de manière générale, de s'adapter à différentes mutations, à différentes évolutions, que ce soit des évolutions techniques, économiques. Et donc, je pense que l'innovation juridique, de manière générale, ça englobe tout ça. Je rejoins son point de vue sur le fait que c'est compliqué de donner une définition exacte de cette notion. Moi, je le verrais peut-être plus largement en disant que y a des nouvelles offres qui arrivent sur le marché qui vont permettre de créer un petit peu de valeur ajoutée dans les différents domaines du droit. Et pour tourner un peu ma question autrement, Ambre, est-ce que tu trouves justement que le droit s'adapte bien à l'innovation technologique, sociétale, économique, comme a un peu dit Aurélie, ou au contraire, est-ce que tu penses justement que il faut aller un peu plus loin? Je dirais qu'il s'adapte relativement bien, mais on peut aussi toujours faire mieux. C'est pour ça aussi que c'est important, et ce qu'on pourrait aussi inclure dans l'innovation juridique, c'est que c'est toujours en mouvement, et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut essayer de suivre de près. C'est vrai que moi j'ai parlé du mot social, parce que bon, moi je fais partie du master droit social, et que du coup on voit un peu l'innovation sociale face au droit, est-ce que c'est une double vitesse, est-ce que ça arrive à s'adapter, etc. Mais vous, je pense que c'est justement beaucoup plus tourné sur l'innovation technologique. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, je pense que c'est aussi, on peut le voir aussi avec les thèmes qu'on aborde, comme la cybersécurité ou l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on se tourne beaucoup vers l'innovation juridique appréhendée sous l'angle des nouvelles technologies. D'ailleurs, ça tombe bien que tu termines par nouvelle technologie, parce que moi je dis toujours TIC, technologie de l'information et de la communication. Il y en a qui rajoutent un N, donc NTIC, pour dire nouvelle technologie de l'information et de la communication. Magali, est-ce que tu penses que on peut encore aujourd'hui dire le mot nouvelle technologie, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu désuet, on devrait plus parler des TIC ou des TIC? Je pense qu'il est toujours important de parler de nouvelles technologies parce que même si ça fait pour certains domaines qu'on étudie quelques années que c'est sur le marché, c'est des thèmes qui sont toujours en mouvement, c'est des thèmes qu'on a toujours du mal un petit peu à définir. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, il y a toujours un petit peu des débats en cours, savoir quel statut lui donner, etc. Donc pour moi, ça reste toujours du nouveau et c'est en mouvement. Ok. Aurélie, je vais te demander un petit peu quels sont ton domaine justement de prédilection dans ces nouvelles technologies, parce que apparemment Magali m'a recadré, je n'ai pas le droit de dire que TIC, je veux dire nouvelles technologies. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection? Parce qu'on voit que vous avez différents pôles, comme tu l'as dit, avec blockchain, smart contact, legal design. Est-ce que tu en as un en particulier que tu aimes bien? Est-ce que tu pourrais lui donner un peu une définition pour que les personnes qui sont un peu noobs, comme moi par exemple, puissent comprendre un peu de quoi on parle? Personnellement, je suis assez intéressée par tous les pôles de l'asso, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de me cantonner à un pôle en particulier. Je trouve qu'ils ont tous des éléments qui sont
super intéressants et qui permettent d'avoir différents points de réflexion. Après, j'aime particulièrement, je pense aussi l'intelligence artificielle. Je trouve ça ultra intéressant et très actuel finalement dans beaucoup de domaines. Mais de manière générale, je pense qu'on a quand même des pôles qui peuvent être un peu compliqués à définir parce que ça dépend toujours du domaine auquel ils sont appliqués finalement. C'est vrai que c'est compliqué de faire des généralités, je trouve, dans les différents domaines que touche notre asso. En fait, justement, ouais, vous parlez de pôles. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces pôles? Par exemple, si ceux qui ont en commun d'aimer l'intelligence artificielle veulent organiser une conférence, ils sont déjà regroupés au sein de leur pôle en disant ils savent qu'ils ont le même centre d'intérêt, qu'ils vont pouvoir gérer l'organisation de leur conférence. Mais après, par exemple, si on fait une formation avec un professionnel en legal design, ça va être ouvert à tous les membres de l'association et pas seulement au pôle qui va correspondre. C'est avoir un rattachement favori, mais après, on cloisonne pas. C'est super, parce que moi je cherchais un peu justement une petite définition pour comprendre ce que c'était justement, vu que vous divisez votre association en différents pôles, je trouve ça justement intéressant d'expliquer un petit peu ce que c'est. Et est-ce que, du coup, Magali, est-ce que toi tu aurais plutôt, on voit qu'Aurélie elle préfère un petit peu l'intelligence artificielle, même si elle aime tout, est-ce que toi tu aurais un domaine particulier que tu aimerais bien et donner une définition? Parce que bon, l'intelligence artificielle, je crois qu'on voit à peu près tout ce que c'est, mais par exemple le blockchain ou le smart contract ou le legal design, c'est des termes qui sont un peu flous. Est-ce que tu pourrais justement, est-ce que si ça fait partie déjà de ton domaine préféré, donner une petite définition d'un ou deux de ces termes-là? Si je devais élire mon préféré, ça serait pour la blockchain, puisque j'ai déjà fait des stages dans ce domaine-là, en lien notamment avec la propriété intellectuelle. Après, donner une définition de la blockchain, de manière générale, on dit que c'est un petit peu une technologie qui va sauvegarder et transmettre des informations sans qu'il y ait un organe de contrôle, mais la définition va s'affiner suivant le domaine dans lequel on va l'appliquer, en fait. Et du coup, Ambre, est-ce que tu aurais justement, toi, une autre, peut-être la même, hein, un domaine de prédilection dans les nouvelles technologies au sein de vos pôles que tu aimes bien en particulier et que tu aimerais bien donner une petite définition? Alors de là, donner une définition, je rejoins un peu Aurélie sur le fait que comme on n'est pas des professionnels, en fait, je voudrais pas donner une définition qui soit incomplète. Après, parmi les pôles qu'on propose, j'aurais tendance à dire que j'ai une attirance particulière pour la cybersécurité. C'est peut-être aussi parce que, pour le coup, dans le cadre de mon M2, j'ai eu la chance de participer à plusieurs cours à ce propos-là et je trouve que c'est quelque chose de très important et en même temps de pas assez abordé de nos jours parce que le cyberespace, c'est vraiment quelque chose avec lequel on est tous en contact, peu importe le domaine dans lequel on évolue. Oui, après, j'imagine que ça déborde sur tout un cours pour expliquer un petit peu ce que c'est, en détail. Parce que on peut pas le résumer en une seule phrase, ça fait partie de ces notions qui sont importantes, justement, de bien les étudier en profondeur, j'imagine. Et c'est un peu grâce à votre association qu'on y arrive. C'est ça, et je pense qu'après, quand on dit cybersécurité, je pense que tout le monde a plus ou moins en tête l'idée principale qui se cache derrière. Mais du coup, après, pour rentrer plus dans le détail... Est-ce que tu aurais un exemple de cybersécurité, par exemple dans la vie de tous les jours? Rien que nos connexions au réseau, par exemple, aux Ouais. réseaux sociaux qu'on utilise tous et où on se déconnecte pas forcément, on est connecté automatiquement sur nos... Après, là, voilà, ça s'éloigne un peu du droit, mais on est tous connectés sur nos réseaux sans forcément... en laissant nos mots de passe, pour presque tout le monde, si on se faisait prendre notre téléphone, la personne aurait plus ou moins accès à toute notre vie. Et c'est vrai que l'aborder aussi sous un angle juridique, ça peut être intéressant. D'accord. Donc oui, en gros, c'est un peu ça le but l'un des objets de votre association, j'imagine, c'est de justement parler un peu de tout ça, parler un peu de comment le droit va encadrer justement, pourquoi pas les menaces liées aux nouvelles technologies, hein, parce que les nouvelles technologies ont des avantages, mais j'imagine aussi des défauts. Du coup, c'est un petit peu ça que vous présentez au sein de votre association, au-delà de vos activités dont on va parler un petit peu juste après. Oui, en partie. Enfin, c'est vrai que je pense que le champ d'action de l'asso est assez large finalement, que ce soit de par les différents thèmes qui sont abordés, mais aussi les différents intervenants, etc. Est-ce que, Aurélie, tu peux me donner une petite définition du smart contact? Parce que ça, je l'ai vu apparaître au sein de votre association et je me demande un peu ce que c'est. Si tu peux arriver avec un petit exemple, par exemple. Je ne sais pas si je peux très bien le définir, ou en tout cas très précisément. C'est pas une interrogation, ne t'inquiète pas. L'idée que moi, je ne voudrais pas dire des bêtises ou me donner une mauvaise, une idée pas assez précise du sujet, mais Ok.
Pour moi, finalement, c'est l'idée de créer des outils qui permettent d'avoir finalement donc dans le domaine du contrat, pas forcément des modèles, mais des outils assez automatiques de correction, d'affichage, pas forcément des erreurs, mais des points peut-être à revoir, des points un peu dangereux contractuellement parlant. Pour moi, c'est un peu ça l'idée, c'est donc de se servir des nouvelles technologies pour améliorer la qualité des contrats, mais également la rédaction et la facilité finalement. C'est vraiment l'idée d'un outil. Est-ce que, là je vais peut-être dire une bêtise, mais la signature électronique en fait partie par exemple? Pour moi, c'est plutôt une idée de contrat électronique, la signature Oui. électronique. Mais le smart contract, c'est vraiment plutôt tout le travail en amont de la création du contrat. Alors, je suis d'accord avec elle sur la définition qu'elle nous a donnée en disant que sur le smart contract, on est vraiment avant la signature de ce contrat, en disant que la signature électronique, on va plutôt toucher au côté un petit peu plus cybersécurité, justement vérifier que c'est bien la bonne personne qui signe, etc. Alors que le smart contract, on est vraiment sur le contrat lui-même en disant que c'est comment on va pouvoir créer le contrat, pas parfait, mais éviter justement des petits oublis qu'on pourrait faire manuellement quand on va faire un contrat. Ah super, maintenant j'ai tout compris. Parce que c'est vrai que j'avais fait un stage, moi, il y a quelques années, auprès d'un directeur des affaires sociales, et il m'avait demandé comme mission de justement un peu étudier la signature électronique dans le cadre des des ressources humaines. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu de souvenirs qui me reviennent en tête, et c'est pour ça que je me permets de poser cette question. Alors, là, ça va être deux questions en une. J'espère que je vais bien réussir à me faire comprendre. Donc, la question, c'est pourquoi, et ensuite comment, lier les innovations technologiques et le droit. Alors la question c'est dans un premier temps pourquoi pourquoi est-ce qu'on doit lier forcément les innovations technologiques avec le droit, pourquoi justement est-ce qu'on a besoin d'avoir une adaptation du droit ou d'avoir un regard du droit sur ces innovations technologiques, et ensuite comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vous arrivez, je veux dire au sein de votre association, à réussir à faire ça. Est-ce que parce que vous avez, on semble, plus une expertise juridique au vu de vos études, mais est-ce que du coup c'est pas un peu une double expertise que vous avez, vu que vous parlez du droit, mais vous parlez également de l'influence de la science, des nouvelles technologies. Je sais pas si j'ai été clair. Je vais reposer un petit peu ma question justement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lier les innovations technologiques et le droit? Magali, je t'en prie. Je ne sais pas si la question c'est tellement pourquoi et comment les lier, parce que dans tous les cas, c'est un constat qui est là, c'est qu'aujourd'hui, les deux sur le marché du travail sont liés. On commence à en voir dans les entreprises, dans les différents cabinets, etc. Donc, l'objectif n'était pas tellement de réussir à lier les deux, mais du fait de comprendre pourquoi on en est arrivé à avoir besoin d'avoir un petit peu d'innovation technologique dans les cabinets, par exemple, pour gagner du temps sur des tâches qui sont répétitives, qui sont barmantes, pour pouvoir, par exemple, privilégier plus de temps sur des actes qui vont nécessiter vraiment de l'attention et du temps d'un être humain. Et du coup, Aurélie, est-ce que tu sens que justement, on pourrait plus répondre à la question de comment est-ce que vous arrivez dans votre association à justement parler des deux, à la fois des innovations technologiques, mais des innovations qui sont purement juridiques et qui sont en lien justement avec cette nouvelle technologie? Je ne sais pas encore une fois si ma question est très claire. Je pense que je peux seulement y répondre en disant que nous, notre association, elle a vraiment pour but de rentrer en contact avec des professionnels qui, eux, vont nous parler de la pratique, donc de cas qui sont très spécifiques. Donc finalement, les deux se font très naturellement, c'est-à-dire que dans leurs tâches quotidiennes, ils viennent nous expliquer comment ils incluent telle ou telle, justement, innovation juridique, nouvelles technologies, etc., de façon à soit faciliter des process ou améliorer les choses. Et donc finalement, tout se fait assez naturellement. Ambre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les domaines du droit qui sont justement touchés par votre association? J'imagine que c'est beaucoup, évidemment, de droit numérique. Après, ça peut être aussi, je pense, un peu de droit des affaires, puisque notamment le blockchain, c'est très important. Est-ce qu'il y a un peu aussi de droit social, de droit privé, de droit pénal, pourquoi pas, qui sont un peu liés justement avec les technologies et dont vous parlez dans votre association? En fait, j'aurais tendance à dire que tous les domaines du droit sont touchés par les différents points qu'on aborde dans l'asso, parce qu'au final, pour revenir sur les smart contracts, ça peut être utile dans n'importe quel domaine du droit. Pareil pour le legal design, ça peut être utile dans plein de domaines du droit différents. C'est vraiment des concepts qui touchent un peu à tout. Après, c'est vrai que certains de nos domaines vont être très en rapport avec le numérique, parce qu'on aborde ça sous l'angle, encore une fois, des nouvelles technologies, et c'est vraiment beaucoup utilisé dans tous ces domaines-là, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, moi c'est parfait. Après, bon,
Je pense que les auditeurs ont également compris, c'est un peu tous les domaines qui sont touchés. Et moi, j'en donne pour exemple que moi, en cours je fais un master 2 droit et pratique des relations de travail, donc du droit du travail, et on a un cours dédié justement aux nouvelles technologies et comment l'employeur va se servir des nouvelles technologies pour justement toujours essayer enfin, c'est pas le cas de tous les employeurs heureusement, mais de surveiller un peu les salariés, de pouvoir un peu mieux à la fois essayer de faire des performances économiques en utilisant les nouvelles technologies, mais des fois ça va contre les libertés personnelles des salariés. Bref, je ne vais pas faire tout le cours, un peu comme vous n'allez pas faire tous les cours liés à l'innovation juridique, mais c'est vrai qu'on le voit un peu dans tous les domaines du droit. Je vais rajouter une petite question ici. Est-ce que vous avez fait des stages justement en rapport avec votre association qui vous a marqué? Je vais commencer par Magali. Alors moi, j'ai déjà fait un stage dans une Egaltech qui s'appelle Blockchain Your IP, qui donc se sert en fait de la blockchain pour toute la partie des droits de propriété intellectuelle qui ne vont pas être enregistrés, par exemple sur tout ce qui va toucher la mode, la création de bijoux, etc. Il y a toute une partie où pendant qu'on fait évoluer le dessin, en fait, on ne peut pas le protéger. Et donc, ils vont se servir de la blockchain pour pouvoir un petit peu enregistrer les différentes évolutions de leurs différents dessins pour pouvoir en fait, s'assurer une preuve juridique. Et toi, Aurélie, est-ce qu'il y a un petit stage où tu t'es dit « Ah oui, là, ça devient intéressant, je vais justement pouvoir m'en servir dans l'association », même si à l'époque, il n'y avait peut-être pas encore l'association. Non, moi, j'ai pas vraiment fait de stage qui soit relié directement à l'association. Ça n'a pas trop fait partie de la raison, par exemple, pour laquelle j'ai voulu l'intégrer ou quoi que ce soit. Mais je pense que, pour rejoindre un peu ce que disait Ambre, en effet, ça touche tous les domaines du droit et que c'est très probable que dans différents stages, différents métiers du droit, finalement, on retrouve des thématiques qui sont en rapport. Et du coup, même question pour toi, Ambre. Est-ce que tu as déjà fait des stages un peu dans ce domaine-là, ou est-ce qu'au contraire, depuis que tu as fait l'association, bon, cette année a été un peu difficile avec le coronavirus pour faire des stages, j'imagine, mais est-ce que tu penses que justement ce que l'association va t'apporter va pouvoir être utile au niveau des stages? Si tu n'en as pas enfin, deux questions du coup. La première question, est-ce que tu as déjà fait des stages en lien avec l'association? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que justement l'association va t'apporter des outils qui vont être utiles dans tes prochains stages? Alors du coup, moi non plus, j'ai jamais fait de stage qui soit directement en rapport avec ce qu'on fait au sein de l'association. Après, l'association, est-ce qu'elle pourrait être utile dans mes prochains stages ou pourquoi pas? Je pense justement, en fait, c'est aussi Il faut dire oui. Il faut but dire de oui, l'association, absolument. c'est de... Il faut dire oui, Voilà, absolument à exactement. Je l'association, pense même que c'est partout. aussi... Voilà, Même dans ma vie exactement. personnelle. Il n'y a pas de souci. Et parce que du coup, on découvre des concepts qui, comme on l'a dit encore une fois, peuvent être utiles dans n'importe quel domaine du droit et on peut plus tard être amené à devoir s'intéresser pour notre travail à ce qu'est un smart contract, à la blockchain, surtout. Donc, je pense que avoir déjà pu entrer en contact avec ces différents concepts en participant à l'association, ça peut être un plus justement et ça peut être mis en valeur pour les stages futurs et pour l'évolution dans le droit. Là, évidemment, donc on a un peu fait le tour de votre association, des domaines auxquels ça touche, je pense. Après, donc justement, avoir parlé un peu de tout ce qui tourne autour des domaines qui sont en lien avec l'association, avec le fond, on va parler un peu de la forme maintenant, voir concrètement ce qui se passe dans votre association. Quelles sont justement les activités qui sont mises en place par votre association? Donc, c'est vrai que nous, on a commencé notre activité un petit peu en décalé par rapport à l'année universitaire, puisqu'on a été créé en décembre. Et on avait commencé un petit peu avant, en novembre, on avait rencontré notamment le LexisLab au sein de la maison d'édition LexisNexis pour pouvoir un petit peu discuter avec eux de leur vision de l'intelligence artificielle, comment eux s'en servent sur les différents outils. D'ailleurs, on a pu aussi participer au salon, comme il y avait eu l'année dernière au village de la Legaltech, notamment, où il y avait une conférence pour les étudiants en droit et les jeunes professionnels, où on pouvait aussi sur le village rencontrer différents professionnels du droit dans les différentes technologies qu'on peut traiter, qui étaient un petit peu tous réunis dans différentes conférences pour pouvoir un petit peu expliquer comment eux, ils gèrent en fait ces nouvelles technologies dans leur quotidien, comment leur entreprise a pu aider aussi sur le marché du travail. De l'autre côté, en même temps, on fait aussi des événements de façon plus globale pour tous les étudiants de la faculté, comme on a pu le faire avec notre événement de lancement en janvier. On avait réuni 5 professionnels, un par grand pôle en fait, de l'association, pour qu'ils puissent un petit peu présenter ce qu'ils faisaient, que les étudiants puissent découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ces grands mots comme blockchain, intelligence artificielle, où tout le monde ne savait pas forcément ce que ça voulait dire au final.
que la présidente aurait oublié de parler d'autres événements, ou est-ce que justement au sein de votre association vous avez d'autres événements qui sont un peu plus quotidiennes, comme par exemple peut-être j'imagine faire de la veille, ou relier sur les réseaux sociaux des choses que vous voyez, par exemple des comptes ou des posts qui sont liés justement avec votre association, etc. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus au jour le jour comme activité au sein de votre association? Alors, on ne fait pas vraiment de veille juridique dans l'asso. Par contre, avec le pôle com, notamment, normalement, sur nos réseaux, on relaye des thématiques, enfin des articles ou des posts qui sont en rapport avec les différentes thématiques de l'asso. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Pour autant, voilà, sinon Magali, elle a bien fait le tour. Est-ce que justement il y a d'autres événements que vous faites plus auprès des étudiants? C'est une drôle de question, enfin mal tournée grammaticalement, mais j'espère que vous m'avez compris. Magali. Alors c'est vrai que depuis notre événement de lancement en janvier, on n'a pas pu refaire d'événements physiques du fait de la situation où ça serait pas raisonnable de réunir des gens. On est en train de voir pour organiser du coup des conférences en ligne puisqu'on ne va pas rester inactif du fait du coronavirus. Donc faudra suivre les prochains événements qui arrivent sur nos réseaux sociaux. Alors on va y venir à la fin, évidemment, on remettra tous vos réseaux, un petit peu comment vous suivre. Ambre, qu'est-ce qui t'a vraiment plu justement? Est-ce qu'il y a déjà parmi les événements que vous avez fait, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment plu? Et si oui, pourquoi? Alors, je pense que l'événement qui était peut-être pas forcément le plus intéressant parce que ça dépend de chacun, mais pour moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était notre événement de lancement. Ça faisait plaisir aussi de voir qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés au final par ce type d'événement et c'est vrai que ça permettait de donner un premier aperçu de ce qu'on veut faire au sein de l'asso et aussi de découvrir un petit peu chacun des domaines qu'on aborde et le format qu'on avait utilisé était vraiment intéressant, je pense. Alors vous en avez parlé un petit peu des professionnels, mais est-ce que vous avez un peu plus, de manière générale, des partenariats, que ce soit des profs, des professionnels, que ce soit les professionnels du droit ou j'imagine, comme vous l'avez un peu dit, qui sont en lien justement avec les nouvelles technologies, qui vous aident dans le fonctionnement de votre association, alors que ce soit quotidien ou ponctuel sur des événements? Alors, pour répondre à la question, on avait déjà été aidé par le professeur Véronique Magnier pour tout ce qui était avant que l'association soit vraiment prête, pour nous aider un petit peu à la créer, voir les directions qu'on voulait lui donner. Elle nous a également aussi un petit peu aidé pour mettre en place justement l'événement de lancement. Après, au niveau des partenariats, on va dire que tous les professionnels déjà qui étaient présents sur l'événement de lancement, c'est des professionnels qui ont accepté justement de venir présenter ce qu'ils faisaient de façon volontaire parce qu'ils sont toujours un petit peu déjà très ouverts et contents de pouvoir un petit peu transmettre aux jeunes qui arriveront bientôt sur le marché du travail justement leurs connaissances. Et de façon un peu plus générale, les professionnels, en fait, quand ils ont envie de venir présenter, ils nous font des propositions en fait, sur les réseaux sociaux en disant « Moi, je travaille dans telle thématique, est-ce que ça peut intéresser de venir présenter ce qu'on fait à l'association ?» Et en général, ça se déroule comme ça. Alors maintenant, on a fait un petit peu le tour de ce qui se passe concrètement au sein de votre association, et maintenant, c'est un peu plus des questions pour les intéressés, pour les auditeurs. Comment on devient membre, justement, à l'association, mais avant toute chose, quels sont les avantages à être membre de l'association? Que fait un membre concrètement au sein de votre association? Pour moi, finalement, l'avantage d'être membre de l'asso, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances donc dans les différents domaines que peuvent représenter nos pôles. C'est également l'objectif peut-être aussi de créer un réseau, finalement, que ce soit nous, entre étudiants, d'apprendre un petit peu, de découvrir un peu plus avec les différentes affinités qu'on peut avoir envers différentes matières, etc. Puis également, du coup, on est à la rencontre de professionnels, donc forcément, il y a toujours des avantages. Et pour rejoindre l'association, c'est assez simple. En fait, on fait des campagnes de recrutement. Puis sinon, il faut nous contacter sur les réseaux ou personnellement. Est-ce que c'est un recrutement qui est à un point donné, un point fixe? Ou est-ce que, par exemple, si au lendemain de la diffusion de cette émission, il y a des gens qui souhaitent rejoindre, est-ce qu'ils peuvent vous faire la demande et voir pourquoi pas voir si, je sais pas, un entretien, quelque chose comme ça, pour voir s'ils sont acceptés ou pas? Alors jusqu'à présent, on a essayé de faire des séances de recrutement sur 1 à 2 semaines pour essayer de tout caser ensemble. Après, pourquoi pas, si on a plusieurs personnes qui nous contactent, justement réouvrir une séance de recrutement spécialement après cette émission, justement, pourquoi pas. C'est le genre de choses, je pense qu'on n'est pas fermé à l'idée de recruter au fur et à mesure, mais je pense que ça va dépendre aussi des personnes qui sont intéressées et de comment on peut arriver à organiser ça.
Et du coup, tant que je te tiens, virtuellement évidemment, puisqu'on fait notre interview sur Zoom, est-ce que justement, si des gens ne souhaitent pas devenir membres, mais vous suivre un petit peu l'association, voir les événements, etc., est-ce qu'ils peuvent justement voir un peu des conférences sans forcément être membres, justement? Est-ce qu'il y a des événements qui sont beaucoup plus ouverts à tous les étudiants? Alors, par exemple, typiquement l'événement de lancement, après, c'était aussi le but de pouvoir recruter de nouveaux membres en les intéressant. Mais déjà, ils peuvent nous suivre sur les réseaux pour voir un peu ce qu'on fait, même sans être membre, et, et s'intéresser aux événements qu'on peut organiser. Après, il y a toujours des événements qui sont ouverts justement aux personnes qui ne sont pas membres et qui peuvent aussi les intéresser et les pousser aussi à devenir membres et à s'investir un petit peu plus parce que quand on est membre aussi, le but c'est de pouvoir aussi participer en fait à l'association et à l'organisation d'événements et permettre à son développement et justement à ce que de plus en plus d'événements soient organisés. Et voilà, je pense que c'est un peu au fur et à mesure que l'intérêt se fait des deux côtés, et pour l'asso et pour des potentiels futurs membres ou même étudiants intéressés. Maintenant, je demandais à la présidente quels sont un peu justement les prochains événements qui arrivent, comment les gens peuvent y participer, qu'est-ce qui va arriver fin 2020, on est déjà en novembre, mais en tout cas année 2021 au sein de votre association. Alors, la situation sanitaire nous obligeant, pour le moment, il n'y a pas d'événement physique qui est programmé. On est en train de prévoir pour les membres de l'association uniquement des formations avec des professionnels qu'on fera évidemment en ligne. On est également en train d'essayer d'organiser une conférence qui, pour le coup, sera ouverte à tous les étudiants. Et donc, on tiendra au courant sur les différents réseaux sociaux de quand ça se déroulera, avec qui, etc. Alors maintenant, un peu pour clôturer cette interview, je vais poser des questions un peu plus souples, un peu plus personnelles. Est-ce que je vais demander de me donner, pourquoi pas, un compte Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, en lien justement avec l'innovation juridique que vous suivez, ou alors des professionnels, des personnes qui vous ont marqué au sein de votre association. En citer un seul, pour moi, ça serait compliqué parce que c'est vrai que l'association en suit beaucoup. On peut citer par exemple Blockchain Your IP, Call a Lawyer, Gino Legal Tech. C'est plusieurs en fait legal tech qui sont sur le marché qui régulièrement vont faire des posts sur qu'est-ce qu'ils font, pouvoir faire des petits posts. Par exemple, je pense sur Call a Lawyer, ils vont mettre des petits cas en disant c'est des situations que les gens pourront rencontrer tous les jours et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là. Après, voilà, c'est des noms que je cite comme ça. Il y a tellement de comptes sur les réseaux qui peuvent être suivis au niveau des legal tech, etc., il faut faire le tour. Enfin, une petite dernière question plutôt sympa, parce que c'est moi qui fais les questions, après tout, un peu plus détente. Est-ce que vous avez des recommandations personnelles à faire, que ce soit en lien ou pas du tout avec le thème de votre asso? Est-ce que par exemple une chaîne YouTube, un podcast, une autre asso de la faculté, pourquoi pas? Des films, séries, documentaires? Pour le coup, si on a des étudiants qui sont amenés à entendre cette émission et qui sont par exemple sur Assas, on peut les renvoyer vers l'association Assas Legal Innovation justement. Pareil, il y a une association un petit peu similaire sur Sciences Po. Après, chaîne YouTube ou podcast, c'est un peu des choix qu'on va dire plutôt personnels. Donc c'est à chacun de voir ce qu'il veut en fait trouver comme information, à quel point il veut de l'information spécialisée ou non. C'est à chacun de voir. Très bien. Nous avons terminé cette interview. Je dis ça comme si c'était un truc solennel, mais au contraire, moi j'ai appris plein de choses grâce à vous. Votre association, je la trouve super cool, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une interview. Non, je rigole, toutes les associations de la fac sont évidemment très cool, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie beaucoup de nous avoir un peu éclairé sur ce que fait votre association. Est-ce que vous pourrez donner un peu vos réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Normalement, on peut nous retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter aussi, il me semble. Donc, les réseaux un petit peu classiques pour relayer de l'information. Et sur Instagram aussi. Et sur Instagram. Voilà, vous avez failli oublier le plus important. Ouais. Ok. Je vous remercie à toutes d'avoir participé à cette interview. J'espère que les auditeurs ont aimé et vont pouvoir liker justement ces réseaux. Et surtout, voir s'il y en a qui sont intéressés, vous contacter pour participer, être membre de l'association. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette interview avec vous. Merci beaucoup à toi. Merci à toi pour l'invitation. C'est ainsi que se clôt cette interview, qui était, ma foi, fort intéressante. Donc, comme vous l'avez vu, n'hésitez pas à aller sur les différentes pages Instagram, Twitter, Facebook de l'association, donc So Innovative Law. Si vous souhaitez les contacter, je pense qu'elles sont très, très ravies, justement, d'avoir des nouveaux membres ou d'avoir des gens qui sont intéressés par ce qu'elles font. Nous allons donc nous retrouver une prochaine fois, soit pour un reportage, encore une fois, ou une interview d'une association.
D'ici là, j'espère que vous allez bien dans cette situation un peu difficile de confinement et qu'on restera tous solidaires puisque c'est le plus important, c'est d'avoir une bonne entrée étudiante.